Voici la 5e vidéo consacrée à l'objet d'étude écriture poétique quête du sens. C'est la séquence 5 consacrée au cahier de Douai de Rimbaud, écrit et publié en 1870. L'homme aux semelles de vent sur les traces d'un mythe poétique. Voici le titre de la séquence. Le choix du titre, l'homme aux semelles de vent, qui est en fait une périphrase inventée par Verlaine, et sur les traces d'un mythe poétique, eh bien, est presque évidente, puisque en effet l'œuvre de Rimbaud est à l'image de sa vie, et du coup son œuvre comme sa vie vont devenir presque mythiques. En effet, une œuvre géniale dans tous les sens du terme, écrite précocement, enrichie par les interprétations que l'auteur lui-même en a faites dans ses lettres, et aussi un ensemble d'autant plus fascinant que sa poésie est marquée par une très grande brièveté. Rimbaud a écrit de la poésie sur 5 ans, et il passait des vers parnassiens à une prose poétique symboliste en très peu de temps, et de l'âge de 16 ans à 21 ans. Cette précocité apparaît déjà dans le recueil de Douai et montre bien à la fois sa filiation à toute une poésie antérieure, romantique, parnassienne, mais aussi tout ce qu'il va apporter de nouveau et de rafraîchissant dans la poésie du 19e. La problématique choisie pour cette séquence est la suivante. En quoi les poésies de Rimbaud à l'œuvre dans les cahiers de Douai participent-elles à la création du mythe Rimbaud? Nous avons dans les cahiers de Douai, composés de 22 poèmes, choisi 3 poèmes: Ma Bohème, à la musique et Vénus Anadyomène. Je rappelle que ce recueil a été écrit, enfin le premier recueil de Rimbaud, il a été écrit au cours de la fugue de l'année 1870, et les poèmes sont au nombre de 22, et comme on le verra, proposent diverses thématiques qui vont très globalement participer à la création du mythe du poète Rimbaud. Enfin, rappelons le contexte conflictuel d'écriture de ces poèmes. Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Charleville, qui est à la frontière des Ardennes belges et françaises, se situe donc au cœur des premiers conflits. Et on voit bien que les conflits et la guerre vont marquer fortement la vie et l'imagination de Rimbaud. Et la présence de la guerre est bien réelle dans les poèmes des cahiers de Douai, de même que cette charge contre Napoléon III qu'on retrouve dans certains poèmes à l'image de Hugo dans Les Châtiments. Alors, premières activités complémentaires, un parcours du recueil. Un parcours du recueil, en effet, nous avons procédé à la lecture cursive des 22 poèmes, et nous avons vu des thématiques se dessiner, de même que certaines orientations formelles. Alors, nous allons d'abord poser la première question. La figure légendaire du jeune Rimbaud se retrouve-t-elle dans ce recueil? Alors, rappelons quand même que ce recueil est fortement marqué par l'influence des Parnassiens, que Rimbaud admire beaucoup. Je rappelle que les Parnassiens, c'est cette fameuse maxime « tout ce qui est utile est laid », donc la notion d'art pour l'art, du refus d'une poésie utile et de la recherche du beau, en poésie, poésie, une dimension totalement esthétique. Les Parnassiens travaillent d'ailleurs le vers comme des orfèvres. Alors il va fréquenter les Parnassiens qu'il va imiter, mais très vite il va se libérer de tous ces courants littéraires. On le verra en Histoire des arts. Alors, il conteste aussi d'une certaine façon, même s'il en est très très marqué, la poésie subjective telle qu'on peut la trouver chez certains romantiques. On voit bien que Rimbaud va vouloir se libérer du moi romantique et des épanchements du moi. Mais on sait que Hugo le nourrit, surtout la poésie polémique condamnant Napoléon III, comme je l'ai dit précédemment. Rimbaud ne veut pas mettre en vers sa vie, contrairement à l'œuvre de Hugo par exemple dans
dans les contemplations. Il veut construire un nouveau sujet, je est un autre. On le voit bien par exemple dans le poème Roman. Enfin, apparaît une dimension réaliste dans sa poésie. On voit bien des tableaux crus du réel, donc comme des choses vues. Et on peut dire aussi qu'il est un des initiateurs du symbolisme par les lettres du voyant et le recueil des illuminations. L'illumination, c'est une révélation. Et on peut parler de révélation s'agissant des poèmes de Rimbaud, en tout cas des poèmes des 2 derniers recueils, Une saison en enfer et Les illuminations. Alors le poème Ophélie, extrait du recueil des cahiers de Douai, est considéré par les Parnassiens comme très emblématique de leur esthétique. Alors, on peut dire que d'une certaine façon, il invente le vers libre et va développer la prose à l'instar de Baudelaire, dans la continuité de Baudelaire. S'agissant du vers libre, on le retrouve en fait dans 2 poèmes des Illuminations, Marine et Mouvement. Voilà, 2 poèmes des Illuminations. Je vous conseille de regarder une définition donc, dans votre manuel du romantisme, du Parnasse et du symbolisme. Vous pourriez tout à fait être interrogé sur ces 3 mouvements à l'oral. Donc reprenons la question de départ, comment le mythe Rimbaud est déjà à l'œuvre dans ce recueil? Eh bien on le voit, le mythe Rimbaud est déjà à l'œuvre tout simplement par de nombreux poèmes traitant d'un thème essentiel, c'est-à-dire l'errance, la vie libre et la création libre. Les 2 sont intimement liés chez Rimbaud. En effet, Rimbaud cherche à fuir un réel mesquin et essentiellement cherche à fuir l'emprise de sa mère, qui propose une éducation extrêmement traditionnelle et autoritaire. Il a aussi un goût du voyage et des plaisirs qu'on retrouve dans certains poèmes. Et il veut vivre en effet un voyage sans entrave. Le poème Ma Bohème en est l'illustration parfaite, puisque ce poème met en valeur cette vie en liberté, au milieu de la nature, dans l'errance, et une vie de bohème, donc se détachant aussi finalement de toute l'entrave bourgeoise. De même, c'est un recueil qui parle beaucoup de révolte, et de manière souvent sarcastique, ironique, un peu provocatrice finalement, alors à la fois sur le ton du jeu et de la boutade, mais aussi sur le ton de l'indignation réelle. On voit bien par exemple dans Les Effarés, on voit bien dans Les Morts de 92, qu'il prend la défense du peuple, le forgeron aussi, de la vie tout court aussi. Prenons par exemple le Sonnet, le Mal, ou le Dormeur du Val, contre tout ce qui oppresse ou met à mal la vie et les hommes. Il y a donc une révolte sociale dans ce recueil. Alors ne confondons pas, Rimbaud n'est pas un patriote, d'ailleurs il utilise le mot patrouillotisme, le néologisme patrouillotisme. Il est plutôt dans la révolte, je dirais, de sa jeunesse, et dans une polémique comme ça naturelle, comme un cri. Il l'est aussi pour défendre les hommes subissant finalement le joug des puissants, puissance d'argent, de pouvoir, représentée par la bourgeoisie. On pense au poème à la musique, mais aussi le châtiment de Tartuffe. Il a un faible finalement pour les insurgés de toutes sortes, qu'il est finalement en partie lui-même. Il s'insurge contre sa condition de jeune homme bourgeois. Et puis, il insiste sur le fait qu'il n'est pas engagé au sens forme du terme. Il n'y a pas d'engagement dans la poésie de Rimbaud, même si ce recueil peut avoir des accents très anti-napoléoniens. Il veut aussi changer la vie. On le voit bien que ce credo, qui sera le credo des surréalistes au XXe siècle, est un credo important, puisque Rimbaud fera figure de précurseur des surréalistes. Il y a donc bien une révolte esthétique. Donc si on reprend, une volonté d'émancipation, ici, une vraie indignation, une vraie révolte sociale, et puis une révolte esthétique. Enfin, on peut dire que Rimbaud aime aussi le scandale, sa vie scandaleuse, orageuse aussi avec Verlaine,
il écrira à cette occasion Une saison en enfer, explique finalement le ton provocateur, sarcastique, puis les jeux avec la tradition. On voit de nombreuses imitations dans le recueil de Douai. On pense par exemple à Vénus Anadyomène, la parodie d'une poésie parnassienne, aussi l'imitation plus comme Soleil et Chair, ou le bal des pendus, qui finalement s'inscrit dans cette espèce de jeu avec la tradition. Alors enfin, il a, comme tous ses contemporains, le goût de la caricature. Le genre est très à la mode, hein. On peut penser à Daumier, mais aussi à Carja qui le photographiera, qui sont de grands caricaturistes. Et certains poèmes sont dans cette lignée. Alors évidemment, Le châtiment de Tartuffe en est un, mais aussi à la musique. Deuxième question possible, comment la modernité est-elle à l'œuvre dans les poèmes du recueil de Douai? Alors, d'abord, nous l'avons vu, une première modernité, certainement, sur les thèmes. Rimbaud, à la suite de Baudelaire, fera rentrer en poésie des thèmes mineurs, voire même des thèmes ignorés jusqu'alors en poésie. Alors le thème de la laideur, qu'on avait déjà avec Baudelaire, et une charogne qu'on retrouve avec Vénus Anadyomène, mais aussi des thèmes finalement qui seront des thèmes très modernes, comme une forme de poésie très simple, évoquant des plaisirs simples, des moments simples, aller au cabaret, se promener dans la nature, se boire un boc de bière, manger un sandwich au jambon, voilà, des choses comme ça, finalement très simple. Un voyage en train, on le retrouve par exemple dans Roman, dans Au cabaret vert, dans Ma bohème aussi, Les réparties de Nina ou Première soirée. Ce sont des poèmes qui vont mettre en valeur une certaine forme de simplicité, une langue assez simple aussi, et qui vont faire entrer en poésie tout un quotidien que jusqu'alors la poésie avait plus ou moins ignoré. Alors on peut dire que Baudelaire avait fait ça avec les tableaux parisiens, mais là avec Rimbaud, on va vers quelque chose d'encore plus simple, encore plus évident. Alors, s'agissant de la modernité formelle, on voit bien que Rimbaud va faire partie de cette espèce d'anti-lyrisme un peu romantique, puisqu'on voit bien la dimension, même s'il y a du lyrisme chez Rimbaud, mais une dimension plus réaliste, plus directe. Même sa poésie évoque certes des épisodes personnels, mais on voit bien que le décor va l'emporter, l'autodérision, donc on n'est pas dans un lyrisme béat ou comment dire, ou bleu, ou romantique, mais plutôt dans un lyrisme déjà plus critique. Ensuite, on voit bien que le poète fait entendre d'autres voix, qu'il fait entrer en poésie toute une polyphonie, puisqu'on voit bien des récits, la tentation du récit, et puis aussi le fait de faire entendre des paroles de personnages, donc une poésie qui se théâtralise et qui fait rentrer une forme de prosaïsme. Enfin, les formes traditionnelles, comme le sonnet par exemple, sont bousculées par des rimes osées ou triviales. Le rythme du vers et de l'alexandrin en particulier n'est pas le rythme traditionnel à la césure 6-6, mais une césure qui coupe la syntaxe du vers. Donc une versification ambitieuse avec une césure irrégulière, beaucoup d'enjambements à l'entrevers, des rejets et des contre-rejets, et des sonnets libertins qui transforment le schéma de rime, je pense essentiellement à Vénus Anadyomène. Enfin, pensons aussi au lexique trivial, parfois grossier, aux onomatopées, aux néologismes que Rimbaud affectionne. On voit bien tous les thèmes prosaïques en poésie, le cabaret, le buffet, le lait, le trivial, qui se retrouvent aussi derrière ce lexique. Dans la partie sur Rimbaud, le voyou, le voyant, on s'intéresse d'abord à la partie le voyou. La lettre du 24 mai 1870 à Théodore de Banville est une lettre dans laquelle on voit apparaître déjà les aspects importants du personnage rimbaldien. D'abord, son audace. Il se revendique comme poète. Ne dit-il pas dans la lettre qu'il est un enfant touché par le doigt de la muse? Enfin, sa culture poétique très moderne, puisqu'il évoque ses influences, et en particulier le Parnasse. Il évoque aussi Ronsard, on sait que Hugo l'a beaucoup inspiré. Et enfin, son sens de l'autocritique et de l'autodérision, que l'on va retrouver dans les poèmes. En effet,
puisque lui-même s'amuse de sa propre naïveté dans cette lettre. La deuxième lettre qui montre ce côté audacieux et finalement cette personnalité transgressive, qui est celle de Rimbaud, apparaît aussi dans la lettre à Isambard, dans laquelle, du 25 août 1870, dans laquelle il dit « Vous êtes heureux, vous, de ne plus habiter Charleville ». C'est là que l'on trouve cette référence à une ville supérieurement idiote qu'on retrouvera d'ailleurs dans le poème à la musique. Insistons sur le contexte d'écriture. On est dans la guerre franco-prussienne de 1870 qui indigne Rimbaud. On voit apparaître dans cette lettre la révolte qui sera à l'œuvre dans de nombreux poèmes du recueil, condamnant la guerre, et la figure de l'empereur. Enfin, on voit aussi apparaître clairement la critique de la bourgeoisie à travers la caricature de Monsieur Prudhomme qui apparaît ici. Je vous livre un extrait de la lettre. C'est effrayant, les épiciers retraités qui revêtent l'uniforme. C'est épatant comme ça, du chien. Les notaires, les vitriers, les percepteurs, les menuisiers et tous les ventres qui chassent peau au cœur font du patrouillotisme aux portes de Mézières. Ma patrie se lève, moi j'aime mieux la voir assise. Ne remuez pas les bottes, c'est mon principe. On voit dans cette lettre tout le goût de la provocation qu'on retrouvera dans de nombreux poèmes, dans la musique par exemple, mais dans d'autres. Ce néologisme patriotisme, on voit bien que Rimbaud déteste ces jeunes soldats soi-disant patriotes et pour lesquels il n'a que peu de respect. Il évoque aussi la population qui gesticule, qui est benoîte, qui est prud'homesquement spadacine. On retrouve le goût du néologisme dans prud'homesquement, un adverbe fait à partir de Monsieur Prudhomme. Voilà. Petit retour, j'ai oublié sur Je serai parnassien. Je ne sais pas ce que j'ai là. Qui veut monter, je jure, cher maître, il s'adresse à Banville, d'adorer toujours les deux déesses, Muse et Liberté. On peut dire ici que apparaît le credo rimbaudien. Revenons à Rimbaud qui propose avec les lettres du voyant finalement un art poétique et la synthèse de sa vision de la poésie. Alors cette première lettre est envoyée à Isambard, il y est question d'encrapulement. On voit bien ici qu'il revendique le fait d'être un poète maudit, qui s'encrapule, qui devient un mauvais garçon. Il dit tout ce que je puis inventer de bête, de sale, de mauvais en action et en parole, je le paye. Il y a une vision aussi ironique de sa mère souffrante avec le stat mater Dolorosa, opposition sarcastique ici à la mère. On voit bien enfin une première idée importante, l'opposition à la poésie subjective, en tout cas à toute une poésie qui a fait florès pendant 50 ans, la poésie des romantiques, avec un épanchement trop systématique du moi, et on le sait, il le dit, il le dira ensuite, je est un autre. En effet, donc pour continuer sur cette première lettre à Isambard, il le dit, je m'encrapule le plus possible, je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. On a dans cette lettre la première allusion au poète voyant, alors être voyant, c'est arriver à l'inconnu par leur dérèglement de tous les sens. Et on a aussi le fameux je est un autre. Alors ici, on voit apparaître finalement les trois principes de la poésie rimbaldienne. La voyance, le fait que le poète propose une autre vision ou est capable de créer des illuminations, des images, recréer tout un imaginaire. Arriver à l'inconnu, c'est bien l'idée que la poésie est une espèce de quête absolue pour aller vers des contrées inexplorées de l'imaginaire ou du monde. Et enfin, jeu est un autre, c'est bien l'idée que le jeu du poète n'est pas un jeu centré sur soi, mais un jeu universel, ou un jeu même de l'altérité ou de l'aliénation, c'est-à-dire un jeu qui sort de lui-même et qui n'est pas qui sort de lui-même pour proposer un autre jeu, une autre personnalité. Alors, on voit bien que ces deux notions essentielles se retrouvent dans la lettre à Demeny. La lettre à Demeny est la deuxième lettre dans laquelle il précise sa méthode. Le poète va cultiver toutes les folies, tous les dérèglements des sens, et se met au banc de la société. Il dit qu'il sera le suprême savant qui arrive à l'inconnu.
Ce dérèglement est raisonné pour arriver à une espèce de délire interprétatif. Le bateau ivre, par exemple, en est l'illustration. Enfin, le poète devient une sorte de voleur de feu. On peut penser au titre Une saison en enfer, Les Illuminations. On a bien un poète prométhéen qui acquiert quasiment une force démiurgique, une force divine, une fureur divine créatrice. Bien, deuxième point en lecture cursive dans cette séquence, de courts extraits de textes théoriques sur la poésie, dont on retiendra les thèses principales. En premier, un extrait donc de Théophile Gautier, dont on sait qu'il est parnassien. Voilà. Et l'extrait retenu est la thèse parnassienne bien connue. Tout ce qui est utile est laid. On est bien au cœur de la théorie parnassienne de l'art pour l'art, visée purement esthétique de la poésie, art pur. Le deuxième extrait est un extrait de la préface des Châtiments de 1853. On sait que Hugo est un romantique et que la poésie rime pour Hugo avec engagement, ce qui s'oppose ici à Gautier et à la théorie de l'art pour l'art. Dans ce texte, pas de thèse explicite, mais la métaphore filée du flambeau et de la lumière pour montrer d'abord la puissance de la poésie pour combattre le mal. Hugo croit en effet en la puissance civilisatrice de la poésie et se différencie, comme je viens de dire, des parnassiens. La poésie sert l'action. Le troisième extrait est un extrait de la lettre à Paul de Mugny d'Arthur Rimbaud du 15 mai 1871. Rimbaud, on le sait, marque les débuts du symbolisme. Nous retiendrons cette superbe phrase, courte et facile à retenir. La poésie ne rythmera plus l'action, elle sera en avant. Le poète nous répète-t-il dans cet extrait voleur de feu, chargé de l'humanité. La poésie est à l'avant-garde, précède toute action et pense l'homme. André Breton, quatrième extrait, dans un texte court intitulé Pour un art révolutionnaire indépendant, publié en 1938, on sait Breton est surréaliste, et dans ce court texte, il nous donne la thèse suivante, et qui est presque comme un manifeste: toute licence en art, c'est-à-dire une injonction à la liberté totale en art. En matière de création artistique, il importe essentiellement que l'imagination échappe à toute contrainte, nous dit-il. On sait que les surréalistes pratiqueront l'écriture automatique, se libéreront de toute logique rationnelle, mettront en valeur les puissances de l'inconscient, du rêve et de l'imaginaire. Enfin, le dernier texte est un texte de René Char, de 1966, un texte en réponse à Martin Heidegger. On voit l'aspect hautement philosophique de la parole de Char. C'est un poète du fragment, Char, un ancien surréaliste et un poète qui a considéré que la poésie avait quelque chose à voir avec la philosophie. Il nous dit dans ce texte que la poésie, enfin il écrit que la poésie est le mouvement pur, ordonnant le mouvement général. On voit bien la haute considération qu'il a de la poésie. Il reprend l'idée de Rimbaud, selon laquelle la poésie est un langage supérieur et universel, en avance surtout aux avant-gardes. Il dit que la poésie est de la pensée, c'est donc une pensée sur le monde. Alors, quelles que soient les divergences dans ces extraits, on voit bien que tous les auteurs de ces extraits font de la poésie un art supérieur et puissant, un langage autre, lié à l'art, que la poésie soit art pour agir ou art devançant l'action, l'annonçant, la poésie reste un art supérieur pour chacun des auteurs. Passons maintenant à l'histoire des arts pour finir cette longue séquence. Alors, le portrait de Carja, qui est la photographie la plus connue de Rimbaud, qu'il a rencontré donc au dîner des vilains bonshommes, dont on verra le tableau suivant. C'est en fait, on voit bien ici plusieurs choses, c'est-à-dire la sagesse de son éducation, du communiant un peu,
la beauté aussi du jeune enfant, hein, c'est le fameux Rimbaud ange, l'arrogance d'une certaine façon, avec la lèvre un peu pincée, le regard bien droit, la cravate un peu de travers, les cheveux un peu décoiffés. Un regard très profond qui s'oppose à la pureté du visage. On voit bien que cette photo, c'est bien l'imaginaire collectif que l'on a de Rimbaud, à savoir à la fois une négligence mais une arrogance, la beauté, la jeunesse du personnage à la fois envoûtant, inspirant, désinvolte, créateur. Alors Fénéon disait que cette photo c'est le masque d'un ange, voilà. Alors, c'est cette image donc d'éternel adolescent que nous allons conserver et que conservera Ernest Pignon, comme nous le verrons dans la dernière représentation. Alors, le tableau de Fantin-Latour est un tableau très grand, d'1,56 m sur 2,25 m, que l'on peut voir aujourd'hui au musée d'Orsay à Paris. Et la toile est présentée pour la première fois le 10 mai au salon de 1872. Alors, ce tableau était d'abord en hommage à Baudelaire et il représente une assemblée de poètes, les Parnassiens, qui se retrouvaient pour les soirées des vilains bonshommes. Alors un coin de table, parce que ce coin de table fait évidemment la part belle à deux poètes qui sont un peu en retrait, parce qu'en coin de table, Verlaine ici et Rimbaud à côté. Ils se connaissent tous, hein, ces poètes, et on voit bien là ici que Rimbaud et Verlaine sont déjà finalement se mettent un peu en retrait, ils deviennent des utistes, c'est-à-dire d'anciens parnassiens qui réagissent contre la sclérose croissante au sein du mouvement. Nous sommes un peu sur la fin. En fait, c'est un tableau qui permet aussi d'être historique, un petit peu, de montrer un peu l'histoire littéraire. Alors, dans la tradition des maîtres hollandais du XVIIe, Fantin-Latour donne une composition collective avec des couleurs très sobres, variété des attitudes, le sujet lui-même s'inscrivant dans la tradition du portrait. La posture proposée semble figée et donne un sentiment d'arrogance des uns aux autres, voire de distance. Voilà. Donc pour finir sur ce tableau, alors deux figures au moins manquent, celle de Charles Baudelaire, auquel le tableau rend hommage, mais devait aussi, était fait pour lui, et Albert Merat, qui ne souhaitait pas être représenté en compagnie des sulfureux Verlaine et Rimbaud, et fut, dit-on, remplacé par un bouquet de fleurs. Bon, pour la petite histoire, Albert Merat est un poète parnassien très connu, en tout cas que Rimbaud vénérait, presque à l'égal de Verlaine, et avec lequel il a eu une altercation, ce qui explique que Merat n'a pas voulu poser sur le tableau. Alors le format de la peinture, ça c'est aussi intéressant, a été jugé trop important par les contemporains et a été critiqué. Qui a pu bien conseiller à M. Fantin-Latour de donner à son coin de table des proportions épiques et monumentales? Il y a entre les dimensions ambitieuses de la toile et le sujet une contradiction qui à la longue devient irritante. Nous finirons notre vidéo sur un dernier portrait de Rimbaud, très moderne, alors réalisé par Ernest Pignon-Ernest. C'est un collage en réalité. Alors Ernest Pignon-Ernest est un artiste plasticien du XXe siècle, c'est un des initiateurs du street art dans les années 70. Alors voilà ce qu'il dit au sujet de ce travail. Il avait en fait collé cette photographie de Rimbaud, il en avait fait une impression comme un affichage, et il l'affichait dans certains coins de Paris, et ce collage, ce montage avec la réalité de la rue, de redonner à Rimbaud une forme finalement de modernité, et ce Rimbaud qui nous regarde, nous questionnait à nouveau au XXe siècle. Alors il dit la chose suivante: à cette image du poète que j'ai collée dans les murs de Paris, sur les murs de Paris, une longue histoire, j'ai cycliquement tenté de faire un portrait de Rimbaud, mais je crois que lorsqu'on a lu Rimbaud, vraiment, on ne sait pas ce que l'on peut en faire. On sait que l'on ne peut en faire un portrait. Je veux dire que l'on ne peut pas en faire un portrait en marbre, en bronze, un Rimbaud sur un socle ou un cadre. Je crois qu'il y a des matériaux qui par leur nature vont nier, limiter, trahir ce qu'on voudrait exprimer. Ces images sont imprimées en sérigraphie, en noir, simplement, et sans tramage, sur un papier très ordinaire, du papier journal, récupéré des chutes de rouleaux sortis vierges, des rotatives. Quand on rencontre cette image dans la rue, cette pauvreté, cette vulnérabilité du papier est évidente, même sans y penser tout à fait, de la même façon qu'on en perçoit son caractère éphémère, sa fragilité. Sa disparition est inscrite dans l'image même, elle est autant
que ce qui compose le dessin, un des éléments subjectifs et poétiques. Donc Ernest Pignot-Ernest a travaillé aussi sur le côté éphémère de ce collage. Alors on voit bien, hein, il souhaite réveiller les mémoires collectives en perturbant, en exacerbant la symbolique autour de l'œuvre. Il a passé aussi sa vie, l'artiste, dans l'engagement politique. Alors peut-être on peut y voir finalement une résonance politique aussi. Alors ce portrait de Rimbaud, réalisé en 78, reproduit à des milliers d'exemplaires qui s'est collé sur de nombreux murs de la ville. Voilà, il nous dit, n'est-ce pas Rimbaud lui-même, qui nous regarde, pauvres spectateurs d'une société dont on a perdu le contrôle. Pourquoi pas. Ajoutons enfin à ces idées éphémères, à ces idées d'éphémère, de vagabondage, de simplicité, de mythes retrouvés, qui apparaissent ici. Cette autre idée de la révolte, idée importante du mythe rimbaldien, car l'affiche, comme on le voit ici, est volontairement collée sur un mur où l'on peut lire « Assassin » en rouge, et où l'on découvre ici, ça se voit mieux sur le descriptif, des affiches politiques dénonçant les expulsions. Il y a donc bien un caractère politique voulu par l'artiste qui renoue ici avec le Rimbaud révolté.